Salut Elviello et salut à tous les autres. Les serpents de ces deux-là sont terminés. On a donc ouvert l'avant sur les deux, changé les huiles de diff avant sur les deux. Chacun a reçu 150 000 CST. Au centre, on a laissé origine, c'est bien. À l'arrière, on a laissé origine, c'est cool aussi. On a raccourci les câbles moteurs, ce qui induit donc 6 soudures sur l'écosse. On a mis donc 4 Gen6 4S 5000 bashing à bord. Que j'ai reçu avec des XT90, vous ne voulez plus attendre, le UC5 était plus dispo, donc là aussi encore 8 cosses à souder. Et on a équipé les varios de façon à accueillir ça en parallèle. Et au lieu de faire des interconnecteurs, des machins, j'ai fait ce qu'on appelle des épissures. Alors, une épissure, c'est quoi comme son nom l'indique? Un épi, je ne sais pas ce que c'est un épi, tu regardes comment c'est fait un épi de maïs, un épi chez le boulanger, c'est le même principe. Plus tu as de brins, plus tu dois séparer le brin de chaque câble. Donc sur le vario, puissamment, on y réduit deux câbles, donc il faut séparer le brin en deux. Là aussi en deux. Chacun de ces deux-là aussi en deux. Ensuite, tu tortillonnes chacun son tour ensemble, en contresens chaque fois, d'où en épi, parce qu'à la fin, tu es comme ça. Quand c'est bien fait, tes câbles tiennent déjà sans rien faire. Non, ils ne sont pas censés bouger. S'ils se détachent, c'est que tu as merdé quelque part. Deuxième étape. Il faut évidemment souder tout ça 360. Pas qu'il y ait quoi que ce soit de libre, et jusqu'à rebord de la gaine. Donc l'étain a cette particularité, si tu chauffes assez et tu en mets dessus, c'est que ça coule même à l'intérieur de la gaine, pour éviter d'avoir un point faible, parce que cette épissure évidemment va peser, et toi si tu es en bout de gaine, et que tu te restes un brin de câble qui est dans le vide, à force ça va le cisailler, ça va l'endommager. Troisième étape, évidemment tu as mis ta gaine thermo avant, hein, sinon tu es couillonné. Tu mets ta gaine thermo, mais tu ne la chauffes pas encore. Il faut remplir la colle chaude à l'intérieur pour minimiser le risque d'oxydation de ceci. Puisque l'eau, parce que d'un côté tu n'as qu'un câble, de l'autre côté tu en as deux. Donc même si là la gaine thermo va bien se fermer, de ce côté-là, c'est chaud. Donc tu peux utiliser de la colle chaude ou de la résine ou n'importe quoi pour bien fourrer la gaine. Et ensuite tu chauffes ça pour resserrer le tout. Le trop-plein va sortir tant que la colle est encore chaude. Tu coupes le reste, pas au cutter, tu coupes pas dans le câble, tu fais pas le criquet. Hein. Donc, si c'est chaud ou tiède, tu peux encore l'enlever à la main. Il y a moyen de faire ça proprement. On a donc équipé les deux véhicules pareil pour tout simplement pas faire exploser les coûts de fabrication, on peut dire. On a utilisé le trot de câble des moteurs pour faire les connecteurs parallèles. Donc ici, on a du rouge, du jaune. Ici, on a du orange, du bleu. C'est ce qui est resté de tout ce qu'on a coupé. On s'est resservi. Donc là aussi, encore 2 soudures de plus. Et encore 4 par véhicule pour l'écosse moteur pour partir en EC5. Ça prend du temps. En gros, là, tu es parti 30-40 minutes de soudure. Il faut tout couper, il faut tout... J'ai oublié le nom français. Faut dégainer. Faut tout étamer. Et faut tout souder sans se planter. Chacun de ces véhicules a sur sa radio son petit signe distinctif, grâce à Rémi. Rémi, combien de fois laisse-t-on le corps d'un petit vieux, Rémi, aujourd'hui? Et sur chaque véhicule, il y a évidemment le même repère. Blanc, blanc, noir, noir. Carrosserie, tu peux faire pareil, mais carrosserie, tu peux les inverser. Donc après... les roues c'est pareil, hein, tout ce qui se démonte de la voiture peut poser problème pour un repérage. Tu peux pas te tromper si tu allumes une radio et un véhicule et que ce n'est pas le bon, le véhicule, de par le constructeur un failsafe qui le fait braquer à fond d'un sens, tu vois, si tu allumes sans radio ou avec la mauvaise radio, les roues braquent à fond d'un côté. Ensuite, on a réglé les trains, toutes les bielles de serpent sont montées dans le même sens, c'est-à-dire la petite rainure de repérage vers la droite, de devant jusque derrière, des deux côtés, ça j'aime bien. Rien, absolument rien n'est réglé sur ces engins, ni les BTR dans les trains de suspension, ni les angles de train, donc il faut ajuster toutes les biellettes de train pour avoir le même carrossage partout. Il faut régler les deux directions. Il n'y a pas de dual rate, il n'y a pas de biellette de direction réglable, il faut donc trimer chacune, et alors j'ai trimmé chacune pour être
bien droit et symétrique et parallèle sur barre de Ackermann et en face. Donc chaque levier de direction en face d'une vis qui est devant, donc bien droit. Ensuite, il faut compenser sur les biellets de direction pour arriver pareil les deux. On a donc un tout petit peu mini d'ouverture sur l'avant. À l'arrière, on a le pincement induit par les cales de train. Et carrossage, on est au neutre partout. Pour une usure bien régulière des pneumatiques, c'est pour le loisir, on ne cherche pas les performances. Batteries sont montées à bord, on va mettre les carreaux. Je vais vous contacter pour que vous puissiez me dire ce que vous voulez comme carreaux incassables avec. Les notices. Alors chez Serpent, ouais, le notice c'est comme chez Coralie, hein, c'est une pauvre photocopie mal faite. Et on n'a toujours pas, au bout de 2-3 ans, le bon descriptif du réglage du vario. Ça, c'est embêtant pour le novice qui a quand même organisé sa carte de prog. Il va aller là, il y a 11 points de réglage, lui il n'en a que 5, et les 5 premiers ne correspondent pas avec les 5 de ces 11-là. Donc, il est perdu et il risque de se planter. Ça, c'est pas bien. Notice est en anglais et en chinois, ou ouais, ça doit être du chinois. Pas en français, pas grave pour moi. Mais les importateurs qui se disent toujours professionnels, on aimerait un petit coup, hein, pas, on la veut pas en français, mais la bonne grille de programmation, ça serait top quand même. Ça serait vraiment sympa. Les câbles sur les deux véhicules, les câbles étaient mal montés, donc ça il faut absolument faire remonter à Serpent. Les câbles étaient pincés de partout, sous la platine, entre le vario et la platine, entre le câblage qui rentre dans la boîte radio. D'un côté on avait ouvert ensemble, de l'autre côté pas, mais là il était carrément coincé, il était à côté du passage fil, donc il était complètement coincé dans le capot. Les deux écrabouillés par le haut, donc on a mis les deux récepteurs couchés, les deux récepteurs sont montés dans des ballons. Comme on a ouvert l'avant, on a aussi graissé les portées de roulement sorties à l'avant. À l'arrière, comme dit, tout est origine. Ces deux-là ne sont pas des sauvages. Je sais qu'ils vont prendre soin. Je ne m'inquiète pas. Les BTR, par contre, étaient bien serrés. De ce côté-là, pas de souci. Manquait donc dans le train avant les BTR pour les butées de réglage. Je les ai mis. Il m'en restait 4 assez longs. Donc ça, c'est bon. C'est du modélisme. On sait bien qu'il faut faire les choses nous-mêmes. De l'autre côté, ils vendent des RTR, Ready to Run. Et c'est un fait, en France, quand tu vois un truc RTR, ça doit marcher d'après le descriptif du constructeur. On a donc déjà ce problème avec la notice. Les réglages qui ne sont pas faits. En France, on est cool. On règle nous-mêmes. Certains s'énervent dans leur coin, mais finalement, ils le font quand même, ils veulent rouler. D'autres renvoient les machines. Tout ce qui est Allemagne, etc., ça arrive plus souvent. Les gens, ils déballent, ils testent, ils ne sont pas contents, ils renvoient le matos. Et ça, c'est des coûts énormes, évidemment, pour boutique aller-retour. Mais imaginons aussi la boutique, maintenant, dans ce cas de 2, on a l'autre 2. Si la boutique avait dû régler tous les trains, allumer les radios, régler tous les machins, les bidules, on ne parle pas des soudures, hein, genre, voilà. Moi, j'aime pas ce long câblage qui traîne, j'aime pas avoir des reels en partout sur mes câbles. Mais tout ça, ça met du temps. Ça met énormément de temps. Et c'est chaud. Mais ça, après, c'est aux boutiques de remonter à leur importateur et l'importateur aux marques. Voilà. Fort à parier que la marque, elle te dise tu veux vendre, débrouille-toi, là, tu as le paquet. Après, c'est les lois de ton pays, tu te débrouilles avec. Mais côté importateur, imagine, c'est pareil, il en reçoit 1000. S'il doit déballer les 1000 et régler les 1000. Imagine un peu, ça devient le machin, donc il faut que tout le monde soit compréhensif avec tout le monde. Il faut que vous soyez clair quand vous achetez le véhicule avec votre boutique pour dire écoute, moi je veux qu'elle soit réglée, j'y connais rien, est-ce que tu peux me le faire? Il y a des boutiques qui vont jouer le jeu, qui vont dire il n'y a pas de souci, je te fais ça. Il y en a qui vont te dire ça me regarde pas. Il y en a qui vont te dire ouais, mais tu payes. À vous de vous entendre avec tout le monde. Moi, il est très rare que je ne m'entende pas avec quelqu'un. Il n'y en a pas des masses. Quoi? Comment ça? Non, paf. Salut tout le monde, salut Elvielo. On se tient au jus pour les carreaux. Et puis après, décollage des machines vers chez vous. Et on espère que vous pourrez nous faire quelques photos, quelques petits films des bestiaux à l'arrivée. Et en utilisation de préférence, évidemment. Salut. Stop, stop, stop. Une fois n'est pas coutume. Attention, quand vous utilisez des câbles en parallèle, il est impératif de checker de temps en temps, c'est un conseil que je peux vous donner, que ça fonctionne. Je t'explique. On va
Non, j'ai plus de batterie, donc on va mettre en route. Regarde là, je vais brancher une batterie, ça fonctionne. Je vais brancher la deuxième, ça fonctionne. Et ça, tu dois contrôler de temps en temps, parce que s'il y a un mauvais contact sur une des deux prises, si il est permanent, tu vas rouler que sur une batterie, elle va se vider, bon ok, pas de problème. Si ça fait mauvais contact, donc contact, pas contact, contact, pas contact, ça va poser problème là-bas. Il y a une batterie qui va être chargée, l'autre va se vider, tout d'un coup, boum, elle va reprendre le contact, elle va balancer, tout laisser instantanément à l'autre batterie pour équilibrer les deux, donc un taux de charge, décharge immense entre les deux batteries, sans compter évidemment que l'étincelle, quand tu fais un arc électrique, tu augmentes le voltage de l'arc. Plus tu arrives à le faire sauter loin, en fait, et plus il va être puissant. Tout simplement. Évidemment, ça ne marche pas à 2 mètres. Enfin, quoique, si tu balances 10 000 volts, moi, j'aimerais pas être à 2 mètres. Salut, là j'y vais. Faut que je cherche ma douce à la gare, sinon, il n'y a pas manie demain.